il nous décrit la Grande Pyramide. On entre d'abord dans un couloir qui est en pente. Il s'agissait d'abord de courber la tête et le dos et de poser les pieds adroitement sur deux rainures de marbre qui règnent des deux côtés de cette descente. Entre les deux rainures, il y a une sorte d'abîme aussi large que l'écartement des jambes et où il s'agit de ne point se laisser tomber. On avance donc pas à pas, jetant les pieds de son mieux à droite et à gauche, soutenu un peu, il est vrai, par les mains des porteurs de torches, et l'on descend ainsi toujours courbé en deux pendant environ 150 pas. À partir de là, le danger de tomber dans l'énorme fissure qu'on se voyait entre les pieds cesse tout à coup et se trouve remplacé par l'inconvénient de passer à plat ventre sous une voûte obstruée en partie par les sables et les cendres. Les Arabes ne nettoient ce passage que moyennant une autre colonnade, c'est-à-dire une grosse pièce de monnaie, accordée d'ordinaire par les gens riches et corpulents. Quand on a rampé quelque temps sous cette voûte basse, en s'aidant des mains et des genoux, on se relève à l'entrée d'une nouvelle galerie qui n'est guère plus haute que la précédente, et ainsi de suite. Finalement, il conclut: en revenant de notre exploration, assez peu satisfaisante, nous dûmes nous reposer à l'entrée de la grotte de marbre et nous nous demandions ce que pouvait signifier cette galerie bizarre que nous venions de remonter avec ces deux rails de marbre séparés par un abîme, aboutissant plus loin à un carrefour au milieu duquel se trouve le puits mystérieux dont nous n'avions pu voir le fond. Et c'est à ce moment que l'officier prussien prend toute son importance. C'est l'officier prussien qui va expliquer ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne peut pas voir à l'intérieur de la Grande Pyramide. C'est justement à partir du moment où l'on ne peut plus entrer que commencent les choses intéressantes. L'officier prussien, en consultant ses souvenirs, me soumit une explication assez logique de la destination d'un tel monument. Nul n'est plus fort qu'un Allemand sur les mystères de l'Antiquité. Voici, selon sa version, à quoi servait la galerie basse ornée de rails que nous avions descendue et remontée si péniblement. L'invraisemblance de tout cela devient extraordinaire. Nous arrivons en plein fantastique. Vous allez voir. On asseyait dans un chariot l'homme qui se présentait pour subir les épreuves de l'initiation. Le chariot descendait par la forte inclinaison du chemin. Arrivé au centre de la pyramide, l'initié était reçu par des prêtres inférieurs qui lui montraient le puits en l'engageant à s'y précipiter. Le néophyte hésitait naturellement, ce qui était regardé comme une marque de prudence. Alors on lui apportait une sorte de casque surmonté d'une lampe allumée. Et muni de cet appareil, il devait descendre avec précaution dans le puits, où il rencontrait çà et là des branches de fer sur lesquelles il pouvait poser les pieds. Oui, ça fait penser un peu à Alice au pays des merveilles. L'initié descendait longtemps, éclairé quelque peu par la lampe qu'il portait sur la tête, puis à 100 pieds environ de profondeur, il rencontrait l'entrée d'une galerie fermée par une grille qui s'ouvrait aussitôt devant lui. 3 hommes paraissaient aussitôt, portant des masques de bronze à l'imitation de la face d'Anubis, le dieu chien. Il fallait ne point s'effrayer de leurs menaces et marcher en avant en les jetant à terre. On faisait ensuite 1 lieue environ, et l'on arrivait dans un espace considérable qui produisait l'effet d'une forêt sombre et touffue. Dès que l'on mettait le pied dans l'allée principale, tout s'illuminait à l'instant et produisait l'effet d'un vaste incendie. Mais ce n'était rien que des pièces d'artifice et des substances bitumineuses entrelacées dans des rameaux de fer. Le néophyte devait traverser la forêt au prix de quelques brûlures, et y parvenait généralement. Au-delà se trouvait une rivière qu'il fallait traverser à la nage. À peine en avait-il atteint le milieu qu'une immense agitation des eaux, déterminée par le mouvement de 2 roues gigantesques, l'arrêtait et le repoussait. Au moment où ses forces allaient s'épuiser, il voyait paraître devant lui une échelle de fer qui semblait devoir le tirer du danger de périr dans l'eau. Ceci était la 3e épreuve. À mesure que l'initié posait un pied sur chaque échelon, celui qu'il venait de quitter se détachait et tombait dans le fleuve. Cette situation pénible se compliquait d'un vent épouvantable qui faisait trembler l'échelle et le patient à la fois. Au moment où il allait perdre toutes ses forces, il devait avoir la présence d'esprit de saisir 2 anneaux d'acier qui descendaient vers lui et auxquels il lui fallait rester suspendu par les bras jusqu'à ce qu'il vît s'ouvrir une porte à laquelle il arrivait par un effort violent.
C'était la fin des 4 épreuves élémentaires. L'initié arrivait alors dans le temple, tournait autour de la statue d'Isis et se voyait reçu et félicité par les prêtres. Vous voyez, ce texte a l'air, j'ai parlé d'Alice au pays des merveilles, ce texte a l'air d'un cauchemar. Mais en réalité, ce texte est bien autre chose. Parce que nous savons que ce texte est une adaptation d'un passage d'un livre maçonnique. Et que tout cela décrit en fait les 4 stades d'une initiation maçonnique, telle que l'on peut la retrouver par exemple à l'intérieur de la flûte enchantée de Mozart, dont il va être question tout à l'heure. Alors, ces épreuves qui sont décrites par l'officier prussien comme les épreuves primitives, le texte, si nous le regardons de près, le texte nous dit qu'elles sont 4. Or, ce n'est pas très facile, à première vue, de voir quelles sont ces 4 épreuves. Nous avons eu l'impression d'en avoir beaucoup plus. Mais nous pouvons voir très bien quelles sont ces 4 épreuves dans le texte qui suit, et qui est la mise en relation par Gérard de Nerval de ce qui lui est dit sur la Grande Pyramide avec la flûte enchantée de Mozart. Voilà avec quel souvenir nous cherchions à repeupler cette solitude imposante. Entourés des Arabes qui s'étaient remis à dormir, en attendant pour quitter la grotte de marbre que la brise du soir eût rafraîchi l'air, nous ajoutions les hypothèses les plus diverses aux faits réellement constatés par la tradition antique. Ces bizarres cérémonies des initiations tant de fois décrites par les auteurs grecs qui ont pu encore les voir s'accomplir, prenaient pour nous un grand intérêt, les récits se trouvant parfaitement en rapport avec la disposition des lieux. Qu'il serait beau, dis-je à l'allemand, d'exécuter et de représenter ici, c'est-à-dire à l'intérieur de la Grande Pyramide, la flûte enchantée de Mozart. Comment un homme riche n'a-t-il pas la fantaisie de se donner un tel spectacle? Avec fort peu d'argent, on arriverait à déblayer tous ces conduits et il suffirait ensuite d'amener en costumes exacts toute la troupe italienne du théâtre du Caire. Imaginez-vous la voix tonnante de Zarastro résonnant du fond de la salle des pharaons, ou la reine de la nuit apparaissant sur le seuil de la chambre dite de la reine et lançant à la voûte sombre ses trilles éblouissants. Figurez-vous les sons de la flûte magique à travers ces longs corridors et les grimaces et l'effroi de Papageno, forcé sur les pas de l'initié son maître d'affronter le triple Anubis, puis la forêt incendiée, puis ce sombre canal agité par des roues de fer, puis encore cette échelle étrange dont chaque marche se détache à mesure qu'on monte et fait retentir l'eau d'un clapotement sinistre. Ici, nous avons les 4 épreuves de Papageno qui nous indiquent exactement comment nous pouvons interpréter et analyser le texte du chapitre précédent. Les 4 épreuves, c'est premièrement la descente dans le puits et la rencontre du triple Anubis souterrain. Anubis, vous savez, c'est dans l'Antiquité le dieu des morts. C'est le chacal, ce n'est pas le chien en réalité, c'est le chacal qui trouve le chemin des tombes et qui précède les morts dans leurs initiations dans l'au-delà. Alors, la première épreuve, donc, c'est donc la descente dans le puits et un puits sec, et la rencontre des 3 Anubis, des dieux souterrains. La deuxième épreuve, c'est la traversée de la forêt enflammée. La troisième épreuve, c'est la traversée de la mer agitée. Et la quatrième épreuve, c'est la montée à l'échelle malgré le vent violent. Eh bien, voilà une grille symbolique à laquelle sont liées d'ailleurs les figurations maçonniques et les cérémonies maçonniques. Voilà une grille symbolique que nous connaissons très bien. C'est une grille médiévale et antique très importante. C'est la grille des 4 éléments. Nous voyons que ces 4 épreuves correspondent aux 4 éléments.
Eh bien, à partir de cette répartition en 4 épreuves, nous pouvons commencer à établir un tableau de correspondance qui va nous permettre de mettre en relation avec ce texte toutes sortes d'autres parties du texte et même la structure générale du texte. Ainsi, nous avons en résumé, si vous voulez, une figure générale de l'épreuve. Eh bien, on peut dire que le voyage en Orient tout entier est un ensemble de 4 grandes épreuves subies par Gérard de Nerval, subies volontairement par l'initié Gérard de Nerval. Il est initié parce qu'il est passé, entre autres choses, par le malheur fondamental de l'enfermement en clinique, parce qu'il est marqué comme fou.